Alors, on passe au dossier 4. Donc, il s'agit d'une femme de 45 ans en surcharge pondérale qui consulte pour des douleurs de l'hypochondre droit. Donc, elle a déjà présenté plusieurs épisodes du même type. Et donc, vous trouvez une douleur de l'hypochondre droit avec un bilan hépatique qui est normal, avec simplement des gamma JT un peu élevés. Le diagnostic à évoquer devant ce tableau est celui d'une colique hépatique. Alors, on peut dire qu'elle est associée à une stéatose en raison du terrain et en raison de l'existence d'une hépatomégalie modérée. Donc, en faveur de la colique hépatique, on a le terrain, donc c'est une femme d'âge mûr, en surpoids, avec une prise de contraception orale. C'est également un argument de fréquence sur ce type de douleur. Sur la clinique, on a comme argument en faveur de la colique hépatique l'existence d'antécédents identiques, puisque une vésicule lithiasique peut provoquer des épisodes récurrents de colique hépatique. Le signe de Murphy, donc, qui est mis en évidence à l'examen clinique. Vous allez réaliser, pour confirmer votre diagnostic, une échographie hépatobiliaire. Vous allez chercher une lithiase vésiculaire. Donc, comment est-ce qu'on met en évidence une lithiase vésiculaire? Il s'agit d'une image qui est échodense, qui est donc endovésiculaire, bien sûr, qui est caractérisée par un cône d'ombre postérieur et qui est mobile dans la vésicule. Il faut rechercher des signes négatifs, donc qui sont en faveur simplement d'une vésicule lithiasique symptomatique et qui ne sont pas en faveur d'une complication. Donc ces signes négatifs vont être le fait que la paroi vésiculaire est fine, qu'il n'y a pas de dilatation des voies biliaires intrahépatiques et qu'il n'y a pas d'épanchement périvésiculaire. On passe à la question 2. Donc cet épisode cède, la patiente n'est plus douloureuse et vous proposez de lui faire une cholécystectomie par voie cœlioscopique. Cette patiente consulte entre-temps puisqu'elle a de la fièvre et elle présente également un ictère avec une tachycardie. Et sur le bilan biologique, vous retrouvez que la bilirubine est à 3 fois la normale, donc c'est qui confirme l'ictère. Elle présente également des troubles de la coagulation avec un TP qui est bas, qui est 45%, avec un facteur 5 qui par contre est normal. Donc devant ces éléments, vous allez suspecter une angiocolite aiguë lithiasique, puisque cette dame a un antécédent de lithiase vésiculaire connu. Elle présente un syndrome douloureux fébrile de l'hypochondre droit. Donc comme vous savez, le diagnostic d'angiocolite se porte sur une triade, donc ces douleurs fièvre ictère qui surviennent dans cet ordre. Elle présente une cholestase biologique et clinique et elle présente un syndrome inflammatoire biologique. Comment faire la différence entre une CIVD débutante dans le cadre d'une sepsis et une malabsorption? Alors il y a bien évidemment le contexte, puisqu'ici on est dans un contexte aigu avec un syndrome septique assez sévère, alors que si on était devant une malabsorption, on aurait quelque chose de plus chronique. Alors, pour ce qui est du bilan biologique, dans une CIVD, on a donc effectivement dans les deux cas un abaissement du TP. Dans une CIVD, on va avoir un facteur 5 qui est abaissé, un fibrinogène qui est abaissé, et tous les autres facteurs de la coagulation qui vont être abaissés, puisqu'il s'agit d'une activation systémique de la coagulation. Alors que dans une malabsorption, donc, qui pourrait être en cause ici dans le cadre d'une carence en vitamine K, on a une diminution des facteurs qui sont vitamine K dépendants et donc on a par contre un facteur 5 qui est normal puisque le facteur 5 n'est pas dépendant de la vitamine K. Le fibrinogène lui également est normal, donc ça le fibrinogène vous ne l'avez pas ici, mais puisque vous avez le facteur 5 qui est normal, donc on peut penser que le TP qui est abaissé est lié à une malabsorption et non à une CIVD débutante. Donc voilà, donc on est dans quelque chose qui est chronique malgré la présentation qui est celle d'un sepsis sévère. Donc on passe à la question 3 qui concerne donc la prise en charge diagnostique et thérapeutique. Donc il faut bien évidemment hospitaliser la patiente, il faut lui faire une échographie hépatobiliaire, donc qui va rechercher une dilatation de la voie biliaire pour confirmer le diagnostic d'angiocolite. On va également compléter la biologie avec une numération, une lipasémie pour voir s'il y a une pancréatite associée.
et des hémocultures pour caractériser un petit peu bactériologiquement le sepsis, pour pouvoir après adapter les antibiotiques si jamais ceux que vous mettez en première intention ne sont pas efficaces. Il faut donc, une fois que vous aurez réalisé les hémocultures, mettre en place une antibiothérapie en urgence, donc qui doit être double, parentérale et bactéricide. Il faut mettre donc en première intention ticarciline, acide clavulanique, et si la patiente est allergique aux bêta-lactamines, on peut utiliser des fluoroquinolones. La durée de l'antibiothérapie doit être de 3 semaines, et donc elle doit être active sur les BGN et sur les anaérobies. Il faut corriger donc la carence en vitamine K, puisqu'on a vu que le TP ABC était lié à une carence en vitamine K. Et donc il faut lui injecter 10 mg de vitamine K en IV. Il faut lui mettre des anticoagulants à visée préventive, et il faut bien sûr lui mettre des antalgiques. Quelles sont les indications de sphinctérotomie endoscopique en urgence? Alors les indications sont une angiocolite sévère qui ne répond pas au traitement médical ou avec une défaillance d'organes. Également des angiocolites qui ne sont pas forcément sévères mais qui sont associées à des facteurs de gravité à l'admission, comme la tachycardie, la bilirubine très élevée supérieure à 50, l'albumine basse inférieure à 30 et un allongement du TP. Également pour les angiocolites qui surviennent dans le cadre d'une pancréatite aiguë, donc quand on a une association pancréatite aiguë angiocolite, il faut réaliser une sphinctérotomie en urgence. Alors, cette patiente, à la question 4, reste fébrile malgré l'antibiothérapie. Donc, il faut réaliser dans un premier temps une écho-endoscopie avec sphinctérotomie endoscopique et libération de la voie biliaire principale. On peut également réaliser une bili-IRM à visée diagnostique, mais il est beaucoup plus intéressant dans ce contexte de faire une sphinctérotomie endoscopique puisqu'elle permet un geste thérapeutique et pas seulement le diagnostic. Il faudra faire avant ce geste une consultation d'anesthésie puisque le geste se fait sous anesthésie générale. Il faudra faire au cours du geste des prélèvements bactériologiques pour voir si le fait que la patiente ne réponde pas à l'antibiothérapie n'est pas dû au fait que le traitement n'était pas adapté. Et dans certains cas, on peut mettre en place un drainage nasobiliaire au cours de la sphinctérotomie endoscopique. Mais ça permet de faire des lavages, mais c'est quand même assez lourd et c'est très rarement réalisé. À distance, il va falloir proposer à cette patiente une cholécystectomie par voie laparoscopique avec une cholangiographie péropératoire pour voir s'il y a des calculs résiduels dans la voie biliaire principale, auquel cas il faudra faire dans le même temps un traitement de cette lithiase de la voie biliaire principale. Question suivante, question 5. Quelles sont les complications possibles des traitements que vous avez réalisés? Alors pour ce qui est de la sphinctérotomie endoscopique, les complications principales sont la pancréatite aiguë, l'hémorragie, la perforation duodénale et une angiocolite par voie ascendante. Donc là c'est pas tellement de problème puisque on lui fait pour une angiocolite, mais c'est une complication classique de la sphinctérotomie endoscopique. Pour ce qui est de la cholécystectomie, les complications principales sont la plaie des voies biliaires péropératoires, un abcès sous-phrénique ou sous-hépatique, la constitution d'un hématome et enfin un collet péritoine. Question 6. La patiente vient vous consulter avec sa sœur. Donc la sœur vous dit qu'elle aussi, elle a une vésicule lithiasique et donc elle voudrait, ce qu'on comprend dans la question, c'est qu'elle voudrait qu'on lui enlève la vésicule également. Donc, bien évidemment, il ne faut pas réaliser de cholécystectomie à cette patiente, puisqu'il n'y a aucune indication à faire une cholécystectomie quand la lithiase vésiculaire est asymptomatique.